Je suis très optimiste quant à la vie, car elle est extrêmement facile et dangereuse en même temps. La preuve, c'est que personne n'en sort vivant. Et 97% des gens meurent dans leur lit. Donc l'endroit le plus dangereux pour dormir, c'est le lit. Ça, c'est du Taïeb Sadiki pur jus. Plein d'esprit de provocation. Il disait aussi que le théâtre était un musée vivant. Bienvenue donc pour cette exploration, cette plongée dans l'univers incroyable de Taïeb Sadiki. Une figure, oui, monumentale on peut le dire. Un pionnier. Un homme orchestre, c'est souvent le terme qui revient. Exactement. Metteur en scène, acteur, et quel acteur, auteur, adaptateur, génial. Il a revisité le patrimoine, même calligraphe. Un artiste total, quoi. Totalement. Et son influence, elle est encore palpable aujourd'hui. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de creuser son parcours foisonnant, essayer de comprendre ce qu'il a apporté de neuf, son impact réel, et puis tenter d'apercevoir l'homme derrière cette légende. C'est parti. Allons-y. Bon, pour bien comprendre le personnage, il faut revenir un peu en arrière, aux origines. Il est né à Essaouira. Fin 37, début 38, les sources varient un peu. C'est ça. Et dans une famille, cultivée. Le grand-père paternel, Mohamed Ben Saïd Sadiki, c'était pas n'importe qui. Un érudit, historien soufi. De la Zaouïa Tejania, oui, et Adoul aussi, comme le père de Taïeb d'ailleurs. Une sorte de notaire traditionnel. Et l'ambiance à la maison, propice aux histoires apparemment. Sa sœur aînée, Amina. Ont des premières enseignantes du Maroc moderne. Elle leur racontait, dit-on, les 1001 nuits. Ça devait marquer un enfant, ça. Forcément. Et puis, il y a le déménagement à Casablanca. D'abord les Habous et ensuite Derb Sultan. Ah, Derb Sultan, quartier populaire, historique, en pleine ébullition. Voilà. Et le jeune Taïeb, il dévore les livres. Une passion presque inquiétante pour son père. Oui, la fameuse anecdote de la bougie la nuit. Il avait peur qu'il mette le feu. C'est ça. Et en parallèle des livres, il découvre autre chose, la halqa. Le théâtre de rue. D'abord à Marrakech, sur Jama El Fna, la mythique. Puis à Casa. Et ça le fascine complètement. Le conteur, sa canne qui devient cheval, arbre, arme. La puissance de l'imagination, du récit oral. C'est incroyable, comme tout ça s'imbrique dès le départ. Tout à fait. C'est ce terreau qui est fondamental. Vous avez la tradition lettrée, l'érudition soufie familiale et en même temps l'immersion totale dans la culture populaire, la halqa, la vie de Derb Sultan, l'histoire du Maroc qui se fait sous ses yeux. Une double culture en somme. Exactement, savante et populaire. C'est vraiment ça le moteur de sa création future. Ce dialogue permanent entre le texte et la rue, entre la réflexion et l'énergie populaire. Et cette fascination pour le spectacle, elle prend vite le dessus sur tout le reste. Ah oui, très vite. Vers 14-15 ans, il prend une décision radicale pour l'époque. Il plaque les études classiques. Au grand désespoir de son grand-père l'érudit, on imagine. Carrément. Pour se lancer à fond dans le théâtre. Il passe par les ateliers de Mahamora, près de Rabat. Un lieu important pour la formation à l'époque. Avant d'intégrer la toute première troupe pro-marocaine, la troupe du théâtre marocain. Et là, il y a un coup du destin. Paris 1956. Le Festival du Théâtre des Nations. Prestigieux, oui. Il joue Amaïel Goa, les fourberies de Goa. Et là, pépin. L'acteur principal n'est pas là. Ou malade, je sais plus. Un imprévu, oui. Et Taïeb Sadiki reprend le rôle au pied levé. Et c'est un triomphe. Un succès fou, qui lui ouvre les portes d'une bourse pour étudier le théâtre en France. Mais la famille est pas très chaude au début. Trop jeune, disent-ils. Le grand-père s'y oppose. D'autres notables aussi, apparemment. Mais lui, il est déterminé. Il aurait dit à son père un truc du genre « Si je rate ça, j'aurai peut-être jamais une autre chance. Et il a eu gain de cause. » Heureusement. Cette reconnaissance internationale si tôt, c'est absolument clé. Bien sûr, la formation en France, ça lui apporte la technique, les gestes, mise en scène, décor, lumière. Il joue même du Molière, du répertoire français, avec succès. Oui, il impressionne. Mais ce qui est crucial, c'est qu'il ne se laisse pas assimiler. Il résiste à ça. Malgré les opportunités là-bas, il fait un choix très conscient, revenir au Maroc. Il veut créer chez lui. Exactement. Pas juste être un bon acteur dans le système français, il veut bâtir quelque chose pour son public, dans son contexte. C'est un acte fondateur, vraiment. Et dès son retour, fin 57, il se met au travail. L'UMT, le grand syndicat, L'Union marocaine du travail, oui. lui demande de monter une troupe à Casablanca. Et ce sera le théâtre ouvrier. Le nom peut se reprendre aujourd'hui. Oui, mais il faut comprendre, ce n'était pas
Un théâtre politiquement partisan au sens où on l'entendrait peut-être. Sadiki a toujours gardé ses distances avec les partis. C'était plutôt un théâtre pour les ouvriers, social, avec des soirées dédiées par métier, par corporation. L'idée, c'était d'amener le théâtre à un public qui en était souvent loin. D'ailleurs, il y a cette anecdote géniale sur son adaptation de L'inspecteur de Gogol. Ah oui, Il fait lire sa traduction en darija, l'arabe dialectal, à Mehdi Ben Barka et Abdallah Ibrahim. excusez du peu, le leader de gauche et le futur Premier ministre. Voilà, ça montre son réseau, bien sûr, mais surtout son obsession, rendre le texte vivant, percutant, compréhensible pour le public marocain, l'efficacité de la langue. Et c'est là qu'il développe vraiment cette approche qu'on appelle la marocanisation. Oui, expliquez-nous ça. Il ne se contente pas de traduire Molière, Shakespeare, Ionesco, Brecht. Il les réinvente complètement. Il les transpose. C'est ça. Les costumes, les noms, les lieux, les références culturelles, tout est repensé dans un contexte marocain. Et surtout, la langue. La darija, La langue de tous les jours. une darija efficace, théâtrale. Ce n'est plus une simple adaptation, c'est une vraie recréation. Il fait résonner ses œuvres universelles dans la culture locale. Et ça, dans le Maroc de l'après-indépendance. C'est énorme. L'enjeu, c'est de bâtir un théâtre national moderne, qui parle aux Marocains dans leur langue, de leur réalité, mais sans se couper du monde. Forger une identité théâtrale marocaine, quoi. Exactement. Populaire, exigeante, ouverte, c'est cet équilibre subtil qu'il a réussi à trouver. Et après cette phase d'adaptation des classiques étrangers, il y a un autre virage important. Oui, il se tourne vers le patrimoine marocain lui-même. Le grand coup, c'est Diwan Sidi Abderrahman El Majdoub en 1967. Ah, El Majdoub, un monument. Il prend cette poésie soufie populaire du XVIe siècle, des quatrains philosophiques, pleins de sagesse, Mhm. et il en fait un spectacle incroyable, foisonnant, coloré, vivant, Un succès phénoménal. Et pour ça, il va puiser où? dans la halka, Mhm. directement. La forme en cercle, la proximité avec le public, le décor minimaliste. Il montre que le patrimoine, ça peut être tout sauf poussiéreux ou ennuyeux. C'est une révolution, en fait. D'une certaine manière, oui. Et dans la foulée, fin des années 60, il y a Al-Haraz. Une sorte de comédie musicale populaire basée sur le melroun. La poésie chantée traditionnelle marocaine. Et c'est de là que va naître un groupe mythique. Nas El Ghiwane. Exactement. Les membres fondateurs, c'étaient des acteurs musiciens dans sa troupe, Masra En Nas. Le théâtre des gens, oui. Ils animaient les avant-spectacles et Siddiqui a eu le flair de voir leur potentiel unique. Il s'intéresse aussi à des formes plus anciennes, presque oubliées, comme le théâtre Alpsat. Oui, ce théâtre plus intimiste, qui se jouait traditionnellement dans les patios, les fnas des maisons marocaines. Il le remet au goût du jour avec des pièces comme Alfil ou Assarawil. L'éléphant et les pantalons, oui, dans les années 90, avec une scénographie très particulière qui utilisait l'architecture du patio. L'arche, la chambre ouverte au fond, le balcon. Une utilisation très dynamique de l'espace. Tout à fait. Ce qui est fascinant dans cette période, c'est cette double démarche. D'un côté, une volonté de sauver des formes d'expression menacées par la modernisation, un travail presque d'archiviste vivant. Mais pas juste conservé. Non, surtout pas. De l'autre côté, il utilise ce matériau pour créer du neuf. Des formes théâtrales modernes dans leur conception, mais profondément marocaines dans leurs racines. C'est ça, sa fameuse philosophie de l'almouta. L'art de faire avec ce qu'on a. C'est un peu ça. Une sorte de suggestion, de génie de la débrouille créative. Sublimer le matériau local. Lui, il le fait avec les formes pré-théâtrales, la poésie. Nas El Ghiwane, qui sortent de sa troupe, feront pareil avec la musique, les rythmes. Et l'autre grande innovation de Sadiki ? C'est d'avoir réussi à transposer l'énergie de la halka, son côté circulaire, son rapport direct au public, sur une scène frontale à l'italienne, Il casse le quatrième mur, comme on dit. complètement. Il interpelle le public, met des acteurs dans la salle, il crée une interaction constante. C'est une vraie réinvention de la forme théâtrale, très audacieuse pour l'époque. Et après avoir exploré le patrimoine marocain, il élargit encore son champ d'action. Oui, il se tourne vers le grand patrimoine littéraire arabe classique. 1972, Damas. Triomphe avec les Makomat de Badi al-Zaman al-Amazani. Un texte persan du Xe siècle, très virtuose, plein d'humour et de satire. Un défi à monter. Et il ne s'arrête pas là. Il s'attaque à des géants. Abu al-Ala al-Ma'ari. Avec Risalat al-Ghoufran, l'épître du pardon. Texte philosophique majeur. Abu Ayyan al-Tawidi, l'intellectuel tourmenté.
Al-Jaïz et ses avares. Al-Bukhala, oui. Il n'a peur de rien. Il lance même un projet panarabe, Talaï, avant-garde. Oui, l'idée était de réunir des artistes de différents pays arabes autour de textes classiques revisités, comme Bani Sassan sur cette confrérie de poètes marginaux un peu contestataires. Son exigence envers la langue arabe elle-même était redoutable, non? Absolument. Il y a cette anecdote qui circule. Un auteur arabe contemporain lui demande de traduire sa pièce en français pour Paris. Et Siddiqui lui répond quoi? Après avoir lu le texte, il lui dit, avec sa franchise légendaire, « Écoutez, avant de traduire ça en français, faudrait peut-être déjà le traduire en arabe. » Aïe! Sous-entendu, le texte manquait de force, de précision dans sa propre langue. Ça montre son amour et son exigence pour la puissance de l'arabe. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période alors? Essentiellement sa volonté de connecter le théâtre marocain à toute la sphère culturelle arabe. En puisant dans ce patrimoine classique partagé, il aborde des thèmes universels. La place de l'intellectuel, le rapport culture-besoin primaire, la critique sociale. Des thèmes toujours actuels. Exactement. Et il le fait via des figures et des textes qui parlent à tout le monde arabe. C'est là que sa renommée devient vraiment panarabe. Ils deviennent références incontournables au Moyen-Orient. Mais derrière l'œuvre, il y a l'homme, le directeur de troupe, le mentor. Comment était-il? Un personnage énigmatique. Tous les témoignages concordent. Une rigueur, quasi militaire. La ponctualité, la discipline. Une obsession. Certains l'ont trouvé autoritaire, cassant même. Mais c'était toujours, semble-t-il, au service de l'excellence artistique. Et Masra Anas, sa troupe au théâtre municipal de Casablanca qu'il a dirigé, Une véritable pépinière. Il a formé des générations d'artistes, acteurs, techniciens, auteurs. Et malgré cette rigueur, il y avait aussi une générosité. Il laissait entrer les étudiants sans argent aux répétitions, aux spectacles. c'était aussi un visionnaire en termes de structure, non? Oui, le théâtre municipal sous sa direction, ce n'était pas juste une salle de spectacle, c'était un centre de formation complet. Ateliers d'écriture, de décor, de costumes, de régie, une vraie école pratique. Et ce projet de théâtre mobile? Sous chapiteau, oui. Pour aller partout au Maroc, toucher les publics éloignés. Un projet audacieux qu'il a commencé à mettre en œuvre. Et puis, il faut parler de ses autres casquettes. Il était partout. C'est vrai. Acteur charismatique au cinéma, Le Rance d'Arabie, Le Message, où il est incroyable. mais aussi dans plein de films marocains. Réalisateur aussi, il a adapté sa pièce à Zeft. Scénariste pour Noces de sang, documentariste Artiste visuel, passionné de calligraphie, et même sportif de haut niveau dans sa jeunesse. Basketteur. incroyable. Et ce souci de l'archive. Tal, au sens presque de la Renaissance. Un créateur bouillonnant avec une vision forte, mais aussi un entrepreneur culturel capable de monter des projets énormes, de fédérer. Et un passeur de savoir? Essentiel. Il avait aussi cette capacité à se mettre en scène lui-même, à construire son personnage public. La frontière était parfois floue entre l'homme et la figure médiatique. Pourtant, ceux qui l'ont connu de près parlent aussi d'une vraie capacité à créer des liens individuels très forts. Une personnalité complexe, riche. Mais les dernières années, elles semblent plus difficiles. Avec ce grand rêve inachevé. Le théâtre Mogador à Casablanca? Oui, son propre théâtre. Pas juste une salle, hein, un complexe culturel. Avec musée, atelier, bibliothèque. Pour pérenniser son œuvre, transmettre. Le projet a démarré, mais il s'est enlisé, jamais terminé. Et cette période finale est souvent décrite comme sombre, non? Oui, apparemment. Malgré la renommée, il aurait ressenti une forme de marginalisation, eu des difficultés matérielles, morales. Troublant, certains font même le parallèle avec Al-Tawidi, l'intellectuel du Xe siècle qu'il avait mis en scène. L'intellectuel en crise, incompris, c'est une lecture possible, oui. Il y a cette anecdote un peu triste, vers la fin où il dit à son médecin « Tant mieux si je vais bien, je vais mourir en bonne santé ». C'est humour noir jusqu'au bout. Il nous a quittés en février 2016. L'héritage est Immense. colossal. Des dizaines d'œuvres majeures qui ont changé le théâtre marocain et arabe. Une influence sur des générations. Et la fondation Tayeb Siddiqui, gérée par ses enfants, qui essaye de préserver tout ça. Oui, même si une partie des archives semble malheureusement perdue. Et puis il y a ce débat récurrent, hein, le père du théâtre marocain. Un titre lourd à porter, peut-être. Structurant, c'est sûr, mais peut-être écrasant aussi pour ceux qui sont venus après. Comment on gère un tel héritage? C'est jamais simple avec des figures aussi foisonnantes, complexes, parfois controversées. Ça rappelle ce que disait Katibi, les morts gouvernent les vivants. Il y a une responsabilité. Comment faire vivre cette œuvre aujourd'hui?
Voilà la question. Au-delà des hommages, comment continuer à dialoguer avec son travail, le questionner, s'en inspirer? Ce qui reste pertinent, je crois, c'est sa démarche, engagée, mais jamais dogmatique, toujours en quête de formes nouvelles. C'est peut-être ça, sa plus grande actualité. Si on devait conclure, l'image qui reste, c'est celle d'un bâtisseur. Il a construit des ponts. Partout, entre tradition et modernité, populaire et savant, Maroc et monde arabe, Maroc et universel. Un innovateur permanent, un passeur de mémoire. Il a vraiment façonné le paysage théâtral. Tout à fait. Et pour laisser matière à réflexion, au-delà de nommer des rues ou d'organiser des colloques, comment une société peut-elle vraiment s'approprier et faire fructifier l'héritage d'une figure comme Sadiki? Ou peut-être, de façon plus concrète, qu'est-ce que son rêve inachevé du théâtre Mogador nous dit sur les difficultés, mais aussi les nécessités pour réaliser de grandes ambitions artistiques et culturelles?